Donc ce que je vais faire, c'est juste je vais faire 10 petites minutes de présentation sur Engine. Je voulais l'appeler Processing Engines, Compute Engines, Transformation Engines. Donc j'ai mis Engines. Voilà, vous prendrez ce qu'il y a derrière à prendre. Et le sous-titre, c'est Pourquoi le canard est mon nouveau animal favori. Donc ceux qui me suivent un peu ont vu récemment que je parlais pas mal de DuckDB. Donc je vais un peu expliquer généralement les engines et un peu l'historique. Et voilà, et après pourquoi DuckDB aujourd'hui et ainsi de suite. Alors, je vais vous raconter une histoire. L'histoire, elle commence avec Teradata et Oracle en 1980. Donc, c'est un peu le début des moteurs de calcul, pour faire de l'ABI et de l'analytics. Parce que je parle de l'analytics, je ne parle pas des bases de données transactionnelles. C'est pas très intéressant quand on fait de la data. Donc, tout commence avec Teradata, Oracle. Et puis après, vers 2006, il y a Hadoop, Hive, MapReduce qui arrive et qui transforme un peu la manière dont on fait du calcul analytique. Et en parallèle, il y a aussi Vertica. La différence, bon, c'est que Hadoop, c'est quand même open source et Vertica, c'était pas vraiment open source. Mais à ce moment-là, on va dire c'est les deux gros trucs qui permettent de faire du calcul massif distribué, MPP, en général, je pense qu'on l'appelle. Donc ça, c'est 2006. Et on va dire que ça a quand même transformé et ça a créé tous les métiers. Je pense que dans l'audience, on travaille tous dans la data, ou potentiellement autour de la data. Et en fait, c'est à partir de ce point de départ-là que ça crée tous nos métiers et que ça crée tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que j'appelle Teradata Oracle pré-Hadoop. Et Hadoop arrive MapReduce, j'appelle ça l'ère Big Data. Parce qu'en fait, on était tous des Big Data développeurs, on faisait des plateformes Big Data et ainsi de suite. Puis après, en 2008, il y a Pandas qui est créé. Donc Pandas, c'est assez vieux quand même. Hein. Et c'est là depuis longtemps. Et c'est créé en 2008. Voilà. Intéressant de le noter parce qu'en fait, ça a quand même créé cette vision de la data frame. Bon, ça vient de R, la data frame, mais Pandas l'a vraiment démocratisé au grand public avec des API en Python et ainsi de suite. Et donc, ça a créé cette image de on traite la donnée avec des data frames. À côté, en 2011, il y a Flink Storm. Donc, Flink, je ne sais plus d'où ça vient. Storm, ça vient de chez Twitter. Kafka, qui vient de chez LinkedIn, qui arrive. Et puis, un peu plus tard, il y a Spark qui arrive. Il y a Beam. Donc, ça, c'est pareil, c'est calcul massif distribué. L'idée, c'est simplifier Hadoop, proposer une alternative au début RDD, puis data frame, au-dessus de Hadoop pour faire du calcul distribué. Et puis après, il y a une autre branche, 2012, avec Redshift qui commence à arriver, le cloud, et se dire, OK, je fais des trucs dans le cloud avec des warehouses. Et puis après Redshift, Snowflake, BigQuery, ClickHouse et plein d'autres. Et donc ça, si je mets juste un peu des labels là-dessus, ça crée une division dans l'écosystème data avec ce que j'appelle le JVM Data Engineer, et le SQL Data Engineer. Et souvent, les JVM Data Engineers qui font un peu plus de programmation au quotidien vont dire les SQL Data Engineers, c'est pas des vrais Data Engineers, ils savent pas programmer, ils font que du SQL. Et les SQL Data Engineers, en général, ils en ont rien à foutre parce qu'en fait, ils font des trucs qui servent à des gens. Moi, je suis plutôt dans cette case-là, mais personnellement, je fais beaucoup de SQL et je crée des plateformes pour que des gens fassent du SQL, mais j'écris pas du SQL tous les jours. En fait, je fais de la programmation aussi, en fait. Et après, de l'autre côté, il y a les data scientists. Bon, en fait, je caricature, mais Pandas, c'est quand même beaucoup utilisé aussi dans le domaine plutôt data science, et c'est beaucoup de data scientists qui sont sur ce créneau-là, mais en data engineer, c'est aussi important parfois de faire du Pandas. Et je rajoute, du coup, maintenant, l'évolution de maintenant, c'est en 2022, donc le premier commit sur Polars, qui est une librairie qui permet de faire de la data frame en Rust, qui a été codée en Rust, mais avec des bindings en Python et dans plein d'autres langages. Ça fait un peu le bindings entre Pandas et l'écosystème Spark, en fait. Et de l'autre côté, il y a DuckDB, qui a été premier commit en 2019, qui fait plutôt le binding avec ce qui est moderne aujourd'hui en termes d'engine, avec ce qui est Snowflake, BigQuery, ClickHouse et ainsi de suite. Parce que DuckDB, on écrit du SQL, alors que Polars, on écrit plutôt de la data frame. Si je rajoute un truc supplémentaire, en fait, en moteur là, de base de données, il y a tout ça. Il y a Druid, Doris, Samsa, Kylin, et je pense que la liste, elle peut descendre jusqu'au sol. Pour m'amuser, j'ai juste mis en couleur ce qui était open source et ce qui ne l'était pas. Et dans ce qui est open source, ce qui est en bleu, c'est tout ce qui appartient à Apache. Enfin, appartient, ça veut rien dire, mais qui est sous la fondation Apache. Donc on voit quand même la fondation Apache crée beaucoup de nos métiers et est assez présente dans nos métiers. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, DuckDB, c'est par là, dans toute cette carte d'engine. C'est important... Je regarde juste le temps. Ok. C'est important juste de remettre dans le contexte... Ouais. C'est juste important de remettre dans le contexte que là, en fait, on parle de OLAP. Donc OLAP, c'est des bases de données analytiques. Et quand on fait de l'analytique, on a envie que ça soit column-oriented. Donc je fais juste une petite introduction pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le column-oriented et le row-oriented.
Donc si par exemple j'ai des données qui sont le prix de fruits, par exemple, quand je vais voir le stocker dans ma base de données, quand je suis en row-oriented, je vais le stocker de la manière comme à gauche, c'est-à-dire que dans ma base de données, de manière séquentielle, je vais d'abord mettre pomme 1, banane 3, kiwi 5, ce qui fait que quand je vais aller vouloir accéder par exemple à la pomme, je vais avoir des index à pomme, banane, kiwi, et ensuite la base de données, si je mets un index sur le nom, elle va se débrouiller pour aller pointer aux bons endroits pour récupérer la donnée. Quand je suis en colonne oriented, je vais plutôt ranger la donnée de cette manière-là, c'est-à-dire que je vais ranger les colonnes entre elles, ce qui rend le colonne oriented beaucoup plus efficace quand on veut faire des calculs sur une seule colonne. Donc là, si je réfléchis, je veux faire juste la somme des prix. Quand je suis en colonne oriented, j'ai juste à trouver le début de la colonne de prix, et je fais la somme des 3 cases de la somme des prix, alors que quand je suis en ligne, j'ai besoin d'aller chercher dans tout le descripteur où se trouvent tous les prix. Donc c'est forcément plus long, donc le colonne oriented est beaucoup plus adapté à l'analytique. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Ce qui nous mène au parquet. C'est rigolo parce qu'à chaque fois je disais parquet, et puis il y a quelqu'un en anglais qui m'a dit mais parquet c'est français, pourquoi tu dis pas parquet? Donc maintenant je dis du parquet, et j'avais jamais réalisé avant. Mais du coup ce qui nous mène au parquet qui est parquet, c'est un format de fichier en colonne qui est vachement adapté pour tous nos workloads analytiques, et donc c'est important de se mettre à faire du parquet pour tout et d'en faire le langage par défaut. Enfin, le format de fichier par défaut. Une seconde raison, c'est parce qu'en fait, on veut sauver la planète tous autant que nous sommes, et en fait, Parquet compresse la donnée et utilise moins d'espace, et donc en fait, c'est aussi important d'avoir ça en tête. Bref, je vous ai parlé de DuckDB, j'ai dit que je voulais parler de pourquoi DuckDB c'était mon animal préféré. Donc voilà, avec cette introduction, maintenant je vais vous dire qu'est-ce que DuckDB et pourquoi DuckDB. Alors DuckDB, c'est un RDBMS, alors ça veut dire Relational Database Management System ou Software, j'en sais rien, je ne sais plus, qui est portable, fast et extensible. Alors RDBMS, c'est-à-dire qu'on peut faire du SQL, on a des transactions acides, on peut faire des index et toute la base de données se trouve dans un simple fichier. Portable, c'est écrit en C++ et ça peut être... Ça coupe, non, le micro? J'en prends un autre. C'est écrit en C++ et du coup ça veut dire qu'on peut créer des fichiers binaires et que c'est compilable partout. Et ça, c'est DuckDB, c'est 25 mégaoctets et vous pouvez l'exécuter partout. Ça, c'est vraiment une des grosses forces. Fast, il y a des benchmarks qui sont cool. Je m'en fous en général des benchmarks, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais en général, ils sont plutôt OK comparés aux autres. Voilà. Vous voyez comment je suis assez avancé sur l'analyse de benchmark. Et il y a un engine colonnaire, vectorized query engine. Bon, ça veut juste dire ça fait des requêtes rapidement. Et ensuite, on peut faire des extensions avec DuckDB, et ça, c'est assez cool. Ça veut dire qu'on peut étendre le périmètre. Donc ça, c'est juste pour vous décrire. DuckDB, c'est une base de données qui tient dans un seul fichier, qui tourne dans votre mémoire, et dans laquelle on interroge la donnée avec du SQL. Pourquoi c'est cool DuckDB? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous dans nos ordi portables beaucoup de puissance. Et en fait, on n'a pas besoin forcément d'aller dans le cloud pour avoir beaucoup de puissance pour faire des choses. Ça, c'est première raison, c'est on a tous des machines de guerre. Pourquoi on a besoin de lancer un compute engine dans le cloud pour faire des calculs alors qu'on a potentiellement plus que dans la machine qu'on va lancer dans le cloud sur notre ordinateur local? Première raison. Deuxième raison, Big Data is dead. Donc ça, c'est un article qui a été écrit par MotherDuck, qui est une société qui a le droit de licence sur DuckDB pour le mettre dans le cloud. Et globalement, cet article, ce qu'il dit, c'est en fait, on a beaucoup de données, mais en fait, dans les beaucoup de données qu'on a, on passe notre temps à sélectionner la donnée et faire des calculs sur un subset de la donnée, et on ne calcule jamais tout sur toute la donnée. Donc en fait, ça ne sert à rien de se dire j'ai besoin de lancer un cluster Spark sur 100 teraoctets. En fait, dans les 100 teraoctets, tous les jours, je vais que prendre 10 gigas. Et en fait, DuckDB marche très bien sur 10 gigas. Enfin, une machine suffit pour exécuter sur 10 gigas. Et le deuxième truc, c'est, donc ça c'est le créateur de DuckDB qui a écrit ça, si votre data tient dans la mémoire, il n'y a aucun avantage à la mettre dans une base de données. Ça va être juste plus lent et plus frustrant. Le plus lent et plus frustrant, c'est parce qu'ils ont analysé que quand on a une base de données, donc c'est-à-dire qu'on a un client et un serveur, on passe plus de temps à envoyer de la donnée entre le serveur et le client que vraiment à exécuter de la donnée ou à faire des calculs. Et c'est pour ça qu'en fait, il s'est dit, je vais faire une base de données qui est en mémoire, parce qu'en fait, quand c'est en mémoire, il n'y a pas besoin d'avoir un client et un serveur, c'est instantanément dans la mémoire, j'ai directement le résultat, puis c'est gagné. Troisième point, l'économic situation globale est difficile, et donc il faut qu'on fasse des réductions de coûts, et il faut qu'on arrête de dépenser plein de sous dans le cloud. À gauche, c'est la décroissance, et à droite, c'est les layoffs,
qui montre qu'on n'a plus beaucoup d'argent dans les entreprises aujourd'hui. Et voilà, DuckDB, c'est une bonne solution pour économiser plein d'argent. Par exemple, Jake, qui bosse chez Okta, que vous connaissez peut-être tous, c'est un outil de SSO, il a dit il y a 6 mois sur LinkedIn, blablabla, blablabla, on faisait 7 trillions de records dans plein de fichiers, on a essayé d'utiliser DuckDB et on a économisé des centaines de milliers, des centaines de milliers de dollars. Voilà. Il va faire une conf dans 2-3 semaines aux États-Unis pour expliquer ce qu'il a fait, donc je sais pas, j'ai pas plus de détails. Mais c'est suffisant pour m'intriguer et me dire faut que je regarde ce qu'il y a derrière. Bon, bref, et tout ça pour vous dire, c'est des trucs qui sont cool autour de DuckDB. Là, c'est vraiment juste une introduction. Je vais vous faire une toute petite démo rapidos de qu'est-ce que DuckDB. Donc, je vais me mettre sur mon ordinateur et je vais vous montrer ça. Non, mais je vais m'en sortir. Hop. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert... Ok. Donc là, j'ai ouvert un terminal. J'ai ouvert un terminal où j'ai DuckDB qui est lancé. Donc, ce que j'ai juste fait, j'ai juste dit DuckDB ici. Et ça m'a lancé une base de données DuckDB en mémoire, en gros. En fait, on a des réflexes d'une base de données, blablabla, serveur client. Là, le seul truc que ça a fait, ça a ouvert un prompt où ça se connecte directement à ma mémoire pour faire des requêtes SQL. Donc là, si je veux, je peux faire select one. Et voilà, là, j'ai lancé une requête SQL. Donc, alors, c'est pas très impressionnant. Mais par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur data.gouv, aller sur les données, et par exemple, je vais aller chercher juste un fichier parquet. Parce que sur data.gouv, on a des fichiers parquets. Donc vous voyez, il y a 52 résultats parmi les 50 000 fichiers de data.gouv avec du parquet. Par exemple, les bureaux de vote et adresses des électeurs. Et donc là, on a tab réu parquet qui fait 400 mégaoctets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fichier et je vais faire select count from read parquet. Et je mets ce truc là dedans. Hop. Et donc là, on va voir, je vais lui demander de compter le nombre de lignes qu'il y a dans ce fichier parquet. Et voilà. Alors, la démonstration, donc il y a plusieurs choses à voir là-dessus, c'est que ça a été rapide. La raison pour laquelle c'est rapide, c'est parce que le parquet, en fait, il y a des métadatas dans le parquet, et donc en fait, il y a juste besoin de lire la métadata pour avoir le count total. Donc en fait, c'est normal que ça soit rapide. Mais c'est quand même magique. Enfin, il y a quand même un truc qui est magique là derrière, c'est j'ai ouvert un petit truc dans mon terminal, j'ai tapé une requête SQL, j'ai lu un fichier parquet qui est hébergé sur Internet quelque part, et j'ai instantanément le nombre de lignes de ce fichier-là. Alors je vais pas le faire parce que là, je vais galérer à taper. Mais si je fais un group by, le group by sur une colonne qui est catégorique, qui n'est pas infinie, va tourner en quelques secondes, 2-3 secondes, croyez-moi. Parce qu'en fait, le DuckDB, en fait, quand il lit le parquet, il va aller lire juste les colonnes dont il a besoin de lire. Parce que c'est sur le parquet que c'est colonnaire. Et c'est pour ça que je vous ai fait aussi dans l'intro le truc colonnaire. C'est il va juste prendre les colonnes. S'il y a 100 colonnes dans le fichier parquet et que je fais un group by sur seulement 2 colonnes, il va juste lire ces 2 colonnes-là. Donc c'est pareil, c'est optimisé, c'est génial. Bref. Voilà, ça c'est assez stylé. Et le deuxième truc que j'ai à vous montrer, bon, ça marche pas sur mon téléphone, mais globalement, j'ai une petite URL sur mon site où en gros, ça lance un éditeur SQL dans mon navigateur là. Donc je peux le faire aussi tourner sur mon iPhone, mais vu que ça marche pas sur l'iPhone, je vais le faire que dans mon navigateur comme ça. Et donc là, par exemple, je peux charger dans mon navigateur web des tables DuckDB. Donc il y a un truc qui s'appelle DuckDB Wasm qui permet d'exécuter du DuckDB dans le navigateur. Et donc là, j'ai créé 2 tables qui s'appellent Large Orders et Orders. Donc là, je peux faire Show All Tables sur mon truc. Et donc là, j'ai 2 tables dans mon navigateur. Et quand j'exécute la requête SQL, elle tourne dans le browser. Il n'y a pas de serveur, ça tourne dans le browser. Et pareil, je peux faire select count from large orders. Et voilà. Et là, il y a... c'est un dataset que j'ai généré moi aléatoirement. Il y a 45 millions de lignes. Et pareil, donc bon, je pourrais faire un group by. Je vais vous le faire. Et je ne sais pas si vous avez des questions, le temps que juste que je tape le group by. Bien, bonjour. Alors ma première question, ce serait, alors ce que tu nous montres, c'est, je pense, ce qu'on appelle le WebAssembly, le fait que dans le navigateur, on puisse compiler du SQL, on peut aussi faire du Python. Ouais. Et moi, alors je suis plus dans l'enseignement, et donc je me sers de WebAssembly en R, en Python ou en SQL, des fois pour créer des exercices et les partager en ligne d'une manière assez facile. Est-ce que toi, tu vois d'autres use cases en SQL ?
Ouais, alors par exemple sur la partie éducative, je pense que c'est adapté. Ben, clairement là c'est ce que je fais, tu vois, et c'est pour ça que je développe ces trucs-là, c'est pour développer un éditeur SQL éducatif. C'est voilà, c'est mon idée derrière ce truc-là. Pour le WebAssembly et SQL, je pense qu'il y a d'autres trucs. C'est une autre démo que j'ai faite, c'est développer des extensions web où en fait tu peux faire utiliser DuckDB dans une extension sur des pages. Donc par exemple là je suis sur data.gouv, je pourrais développer un plugin où ici ça rajoute sur toutes les pages data.gouv une text area SQL où je peux instantanément taper ma requête SQL sur un dataset de data.gouv, comme ça j'ai même pas besoin d'aller dans mon terminal pour le faire et je le fais directement dans le browser. Qu'est-ce que tu as d'autre? Il y a plein de développeurs front-end, enfin des gens qui font du front-end, qui font des maps. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait du JavaScript, mais en JavaScript, quand tu fais des group by, c'est l'infernal. Tu fais des maps, tu fais des filters. Enfin, c'est une syntaxe horrible. Bah, demain, pourquoi on ne leur mettrait pas du SQL dans le front pour faire de la transformation de données? Euh, En fait, je pense que DuckDB, je l'ai vu à la conf à Amsterdam, là, à la conf annuelle de DuckDB, j'ai l'impression que ça va unifier le monde du software engineering et du data engineering parce que tu peux faire du SQL et que c'est juste une lib pour faire du SQL au-dessus de tes datasets. Merci. Voilà. Il y a sa petite démo juste là, bah, du coup quand j'ai lancé ça, on voit ça tourne, ça met 5 secondes et ça fait le groupe by et ça tourne que dans mon navigateur. Donc là si je coupe internet ça va aussi marcher. Il y a une démo aussi sur le site de Malloy, sur le repo de Malloy, où ils font tourner DuckDB et Wasm. Et en fait, ils ont carrément des CSV qui sont chargés dans ton browser et tu peux explorer ta donnée direct dans ton browser. Et c'est assez impressionnant. Ouais, c'est sûr. Mais là, en gros, il y a d'autres technos. Il y a Evidence, Observable, Real Data qui permettent de faire ça, qui sont des BI as code et qui permettent de générer des sites statiques avec de la transformation à l'intérieur. J'ai juste une question pour revenir sur le cas de panne de machine. Et comment ça marche justement pour gérer tout ce qui va être plutôt haute dispo et éviter la perte de données? Parce que présenté comme ça, je vois pas trop ce qui est fait de ce côté-là. Est-ce que c'est pas fait pour? Alors, haute dispo, alors, je pense que tout ce qui est autour de la prod, aujourd'hui, on ne sait pas, je pense. Il y a encore plein de questions à se poser. Je pense que DuckDB, c'est bien jusqu'à la prod pour l'instant. Quand c'est en prod, il y a encore des questions à se poser. Et haute dispo, je pense que ça veut rien dire parce qu'en fait, c'est un truc qui tourne dans la mémoire. Donc, si ça plante, en fait, si tu n'as pas fait de checkpoint et que tu n'as pas matérialisé ta donnée sur ton disque, ou que tu n'as pas fait des checkpoints, je pense que ça disparaît, quoi. Ouais, voilà. J'ai pas plus de réponses. Aujourd'hui, je sais pas répondre à cette question-là. En fait, il y a un truc juste mentalement, il faut se casser de ce truc de il y a un serveur et un client. Là, c'est juste dans ta mémoire et en fait, si tu éteins ta machine, que tu coupes l'électricité, si t'as pas checkpoint, c'est ciao, quoi. Oui, je comprends tout à fait, mais c'est comme tu parlais d'un exemple avec Okta qui aurait utilisé ça pour eux-mêmes économiser beaucoup d'argent. Ouais, mais Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont utilisé, mais je me dis que c'est le genre de boîte qui peut avoir des besoins quand même d'avoir. En fait, tu peux voir DuckDB comme une techno qui remplace Spark dans un data lake, par exemple. Ou en gros, ta donnée, elle est dans un cloud storage. Et DuckDB, c'est au milieu, c'est ton engine de calcul, quoi. Du coup, tu as parlé tout à l'heure de MotherDuck et je pense que justement, eux, ils ont une réponse à cette question-là. C'est-à-dire que MotherDuck, ça utilise DuckDB, mais c'est distribué. C'est un service SaaS qui utilise comme moteur de calcul DuckDB. Et du coup, je pense qu'eux, ils ont de la reprise sur échec, etc. dans leur système. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé MotherDuck. Moi, j'ai pas encore essayé, j'ai pas eu l'occasion, mais je suis à peu près sûr que ça le fait, quoi. C'est vraiment un moteur de calcul distribué dans le cloud basé sur MotherDuck, sur DuckDB. Je dirais pas distribué. Je pense que MotherDuck, ça te donne un endpoint DuckDB. Je sais pas si c'est vraiment distribué derrière. Et la UI, c'est juste du DuckDB Wasm comme ce que j'ai développé là, quoi. Après, si je peux dire quelque chose, si c'est dans le cloud, tu as de la réplication, donc ta donnée, elle devrait être sécure. C'est en tout cas ce qui garantit quand tu as un service cloud, c'est que tu as de la sécurité de ce côté-là au niveau de ta donnée. Bonsoir. Je pense que la discussion sur la fin de Modern Data Stack a sauté un truc un peu important qui est l'écriture des data et l'ingestion des data. Là, en parlant sur côté analytics, il peut remplacer DuckDB et d'autres outils, il peut remplacer Spark comme un moteur d'SQL, mais pour la partie ingestion des données, surtout avec l'usage de Open Table Format, je pense que ça ne donne pas de grand-chose sur cette partie. Donc, est-ce qu'on peut remplacer 100% un Spark cluster dans une équipe data engineering ou c'est juste utilisé par les data analytics pour faire des requêtes sur leurs données?
Dans tous les cas, c'est vrai que dans le sujet de Modern Data Stack, tu as le storage et l'engine. Enfin, on va dire, tu as la partie où tu stockes la donnée, la partie où tu calcules. DuckDB aujourd'hui, ça remplace le calcul, quoi. Ça remplace pas le stockage. En revanche, c'est un format de fichier qui pourra, je pense, dans le futur, être utilisé pour remplacer du parquet. Demain, tu pourras te dire, j'utilise du DuckDB comme format de fichier. Euh, Après, encore une fois, je dis, aujourd'hui, DuckDB, c'est vraiment expérimental. C'est en 0.10 comme version. On ne sait pas comment l'orchestrer, quoi. Et sur la prod, ça marche plus. Sur la prod, on ne sait pas vraiment comment l'orchestrer aujourd'hui, quoi. Oui, mais actuellement, DuckDB, il supporte par exemple la lecture d'un table iceberg, par exemple, mais il ne supporte pas l'écriture de ces tables. Et après aussi, il y a des données non structurées. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est le support de l'écriture de Iceberg, il arrive dans les 2 prochains mois parce que déjà, la libre Python ne pouvait pas écrire en Iceberg, ça faisait que de la lecture. Tu étais obligé de passer par Spark pour écrire, donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Mais ça va arriver parce que Iceberg, c'est pareil, c'est pas sec Iceberg. Enfin, genre, les gens utilisent Iceberg en production, mais c'est pas complètement sec, quoi. Ok, merci. On continue. Merci Christophe. Ça a duré plus longtemps que prévu, désolé. Ouais, ça crée du débat, c'est bon. Je vérifie s'il n'y a pas de questions live. Des réactions, membres éminents de cette J'ai bien aimé la présentation, surtout que ça simplifie pas mal d'aspects côté engine. D'autant plus que moi je suis un grand fan de Spark, mais il faut avouer que Spark ça amène une grande complexité, surtout quand on est sur des gros volumes de données, où on doit faire du tuning de Spark. Là c'est très compliqué, donc si ça peut résoudre cette problématique, moi je suis acheteur et puis je suis encore plus acheteur parce que j'ai vu qu'il y avait un count sans étoiles. Et ça enterre la guerre étoile versus 1. La guerre des étoiles. C'est ça. En plus je l'avais pas catché, mais ouais, totalement. Ouais, non, moi aussi j'ai beaucoup aimé la presse. Moi, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est le fait que soit. Ah, on m'entend bien là ? Ouais, je pense. Ouais, moi je trouvais un truc hyper intéressant, le fait que ce soit in process, in memory. Et si on utilise DuckDB avec du DBT par exemple, ça permet d'orchestrer par exemple des transformations en Python. On peut avoir des stages en Python. Donc pour les data scientists, ils peuvent mettre du scikit-learn entre 2 transformations. Alors, je ne sais pas si c'est recommandé, mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc, ça ouvre tout un champ nouveau. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour ça. Voilà. Moi, j'avais utilisé entre autres pour ça, parce qu'il y avait une demande d'avoir dans le pipe de transformation du Python. Ouais. Et du coup, avec DBT et DuckDB, ça permet de le faire. C'est drôle parce qu'il y a plein de... De plus en plus, il y a eu sur les 4 dernières années des solutions de notebook dans le navigateur pour... un peu mieux que Jupyter, quoi, et des outils SaaS payants. Et il y a beaucoup d'outils SaaS aujourd'hui qui te permettent de faire dans une cellule du SQL, et dans la cellule d'après, de continuer en Pandas et de faire une transformation sur une data frame en Pandas. Et c'est rigolo parce que tous, ils sortent ça comme une feature révolutionnaire. Mais en fait, tous derrière, ils ont juste fait du DuckDB. En fait. Quand tu crées une table dans DuckDB, elle est instantanément enregistrée dans ton contexte Pandas et tu peux l'utiliser. Et pareil dans l'autre sens. Et c'est rigolo parce que tous ils disent ouais, on a fait cette feature là, sauf qu'en fait ils ont juste utilisé DuckDB. Mais d'ailleurs, avec les LLM, tu as des bases de données vectorielles. Il y a notamment ChromaDB, donc c'est pareil, c'est une base de données qui est in process, enfin in memory. Et du coup, je me demande si derrière c'est pas du DuckDB. Alors, j'ai pas creusé, mais en fait, souvent, là je parle beaucoup de DuckDB, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Derrière, tout est du Arrow. Qui est un système, qui est une manière de gérer de la donnée en mémoire. Et globalement, toutes les libs qui font ça font du Arrow. Polar fait du Arrow, DuckDB fait du Arrow, et beaucoup de libs font du Arrow en fait tous derrière. D'accord. Quand j'avais pas réalisé que Pandas c'était post Hadoop, tu me l'as appris. Tu pensais que c'était avant ? Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Pandas existait depuis des millénaires. Ouais, non. 2008, c'est quand même il y a longtemps. Hein. Oui. Parce que 15 ans. 15 ans. Ouais. Quand même plus. Ouais, je pense que c'est 2010 ça a commencé vraiment à prendre Pandas et que tout le monde faisait du Pandas, quoi. Ouais. Et je vais rebondir sur le côté SQL Data Engineer, JVM Data Engineer. J'avais un peu l'impression, c'est encore aussi un shift actuel où le Data Engineer un peu full stack et touche à tout, se transforme soit en l'Analytics Engineer ou le SQL Data Engineer versus plutôt le Platform Engineer. Je ne sais pas si c'est un petit peu la même distinguo que tu fais là ou c'est pas trop le même.
En fait, je pense que là, quand tu dis, quand je dis JVM Data Engineer et SQL Data Engineer, c'est par rapport au Data Engineer qui écrit des pipelines, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, c'était le rôle du Data Engineer, et quand tu regardes la responsabilité d'un Data Engineer, c'est j'écris des pipelines, ou je fais des pipelines de transformation, enfin, peu importe. Après, forcément, que le Data Engineering, ça fait plus de choses. Et personnellement, dans ma vision du Data Engineering, je ne veux pas écrire de pipeline. Je veux écrire des frameworks qui donnent la possibilité à d'autres gens de faire des choses qui génèrent des pipelines, mais j'ai pas envie d'écrire des pipelines. Je veux que ça soit... Et ça en vient à ce truc... dans l'audience, il y a Benoît qui est très fan de ça, du DSL, du Data Engineer et du pipeline à config, ou de créer un DSL qui permet en fait de générer tes pipelines à partir de la config, quoi. Et je pense que ça standardise beaucoup de choses et c'est vachement bien, quoi. Ouais. Et ça, je crois que tu en parles dans ta... Exactement, j'en parle, puis c'est vachement lié aussi aux cultures d'entreprise. En fonction du pays et de la culture d'entreprise, la vision du data engineer va forcément différer. Puis moi qui viens de l'Amérique du Nord, en Amérique du Nord, je suis au Canada, on est influencé par les Américains, il y a un gros focus qui est fait sur la programmation. Déjà de base, c'est valorisé de faire de la programmation. Donc un peu de base, on va attendre qu'un data engineer fasse de la programmation, des entretiens, c'est du code. Si vous visez les plus gros, c'est du code. Donc le code est valorisé. Donc ça va dépendre aussi de ça. Et aussi, ça va dépendre aussi de la technologie qui va être en place. Moi, je travaille chez Ticketmaster et on est des software engineers. On code avant même de réfléchir à la donnée. On pense déjà au code et à l'infrastructure globale. Donc ça dépend vraiment d'entreprise. J'ai travaillé pour des entreprises qui étaient plus focus SQL. Moi, honnêtement, les deux me vont. Il y a une grosse complexité côté code qui peut être enlevée justement par du SQL, par du DocDB, que j'apprécie. Mais après, le pouvoir est dans ceux qui payent. Et donc, choisissez votre camp. Non, mais souvent, on dit, ouais, le SQL... après, le SQL, c'est aussi un art de mettre la poussière sous le tapis, quoi. Enfin, tu vas mettre de la logique dans un truc qui est intestable. C'est ça, exactement. Mais qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Enfin, de toute façon, il y a forcément des avantages et des désavantages à tous les trucs. Donc, c'est ça. Le time to market, il va être plus rapide en SQL. Chez Ubisoft, c'est ce qu'on faisait. Beaucoup de choses en SQL. Après, la qualité, elle n'était pas forcément là. Après, c'est pas parce que tu écris du Spark que la qualité est là. Hein. Exactement. Mais je pense que c'est de culture, côté programmation, il y a une culture qui va être plus forte sur le code, l'esthétique du code et l'odeur du code qu'on dit en français, et tout ça. Toutes ces logiques qui sont moins présentes en analytique. C'est quasiment philosophique, c'est pour ça que je dis que ça dépend de l'entreprise et de l'équipe.